Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Allez, on va se poser cette question finalement très simple mais très très importante. Qu'est-ce que la France a apporté au monde et qu'est-ce qu'elle n'apporte plus aujourd'hui? On va en parler on parle immédiatement avec André Larané, fondateur du média Hérodote.net. On va en parler de ce que la France a apporté au monde, je vous le disais, et ce qu'était la fierté aussi d'être français à une époque pas si lointaine. Et nous allons aussi comprendre avec André Larané pourquoi la France a-t-elle décliné à ce point. Bonjour André Larané. Oui, bonjour Nicolas Vidal. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de ce très très bon livre, ces livres fondateurs, ces livres structurants que j'aime bien avoir dans la bibliothèque et que j'invite tous nos auditeurs à avoir également, bien entendu. C'est publié chez l'excellente maison L'Artilleur chez Damien Sariex, Notre héritage, et préfacé par Jean Tullard. Une première question rapide. On va parler un peu de ce très bon site, Hérodote.net, avant de rentrer dans le vif du sujet. André Larané, pouvez-vous nous en parler rapidement d'Hérodote.net? Qu'est-ce qu'on y trouve et pourquoi on s'y réfère? Oui, Hérodote.net est donc un média d'histoire. Je l'ai créé il y a déjà près de 25 ans, au début d'Internet. C'est aujourd'hui le principal média d'histoire en langue française, avec plus de 20 000 articles écrits par des historiens, des journalistes, des passionnés, et il s'adresse à tous les curieux de France et d'ailleurs. Nous avons beaucoup de personnes francophones de tous les coins du monde, et qui désirent à la fois mieux comprendre l'histoire de notre pays et l'histoire universelle, sous tous les angles. Et comment ça se présente, André Larané? C'est des articles, c'est des décryptages, Oui, c'est d'abord une lettre gratuite sur Internet, électronique, 2 fois par semaine, où nous faisons le contrepoint de l'actualité. Et aussi, nous présentons bien sûr des événements en lien avec les commémorations, en lien avec toutes sortes de choses, et aussi en lien avec nos centres d'intérêt. Ça peut être l'histoire de Matisse, parmi les articles que nous avons publiés récemment, l'histoire des pirates à travers les âges, l'histoire de la nuit des longs couteaux. Vous voyez, nous avons un éventail très, très vaste. Oui, on peut essayer de combler des trous parfois dans certaines de nos connaissances. On a parfois des ellipses qui se font sur les périodes historiques. On peut aller chez vous finalement essayer de combler les trous. C'est ça? C'est ce qu'on peut faire? Oui. C'est pour cela que nos lecteurs nous suivent, tous âges, toutes professions, et parce qu'ils ont le désir de mieux comprendre d'abord leur passé et aussi leur présent et leur futur. C'est-à-dire que nous essayons de décrypter le présent à la lumière de notre passé, étant entendu qu'on peut difficilement comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on n'a pas de référence ancienne, que ce soit la guerre d'Ukraine ou l'enjeu des retraites, toutes sortes de choses qui touchent à l'actualité immédiate. Allez, on va parler de votre livre, André Larané. Je vous remercie encore d'être là dans nos studios pour cette matinale ligne droite. Un très très bon livre, je vous le disais, Notre héritage, André Larané, préface de Jean Tullard. C'est publié aux éditions L'Artilleur, édition aussi Hérodote.net. C'est passionnant parce qu'on y parle de la France, on y parle de la langue française, on y parle de ce cœur battant qui a fait notre pays, notre nation et aussi notre État français. Première question, une citation de Jules Michelet qui était extrêmement intéressante. Je cite: « Je la vis comme une âme et comme une personne ». On imagine qu'il parle de la France. Finalement, André Larané, est-ce que l'amour charnel de la France n'est-il pas le début de tout? Oui, je pense. C'est pour chacun de nous, mais tout être humain qui se respecte a au fond de lui-même l'amour de sa patrie, l'amour de sa terre.
de ces villages, de ces maisons, de ces clochers. Enfin, c'est Joachim du Bellay, hein, avec, requis comme Ulysse, ça fait un long voyage. C'est aussi, vous avez cité justement Jules Michelet, pensez aussi à Charles de Gaulle, la France m'adonne, et voilà, c'est toujours une référence très charnelle, la France. La France est, d'une manière générale, la terre dont nous sommes issus. Hein, ça vaut pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains que nous sommes, nous avons motif d'être, je ne dis pas fiers, mais pétris d'émotions, ou pétris de passion pour la terre à laquelle nous appartenons, dont nous sommes issus. Bien, on en parlait tout à l'heure avec le docteur en philosophie Samy Biazoni, qui était à votre place avant vous, qui nous disait finalement, avec cette langue, on parlait de la langue française comme puissance, mais aussi qui est en train de perdre beaucoup de vigueur, avec, vous le savez, le wokisme, avec l'inclusion, avec une série de choses qui, à un moment donné, appauvrissent aussi la langue, mais qui appauvrissent aussi, en quelque sorte, la passion d'être français, ou ne serait-ce que la connaissance de ce que nous avons eu avant nous, et dont nous sommes pas les comptables, mais dont nous sommes les passeurs d'un héritage, et d'une histoire et d'une tradition. Il y a ce risque aussi là, non, André Larané, à un moment donné? Alors, oui, bien sûr. Aujourd'hui, effectivement, en ce début du XXIe siècle, il y a comme quelque chose qui ressemble à un basculement. Le but de mon livre, c'est un peu d'essayer de refermer cette parenthèse. Disons que je voudrais rappeler aux jeunes générations, comme aux plus anciennes, d'où nous venons, et que nous n'avons aucun motif de renier ce passé dont nous venons, cet héritage que nous avons reçu, au profit d'une quelconque américanisation des mœurs, américanisation de la langue, et d'une plongée dans une sorte de microcosme mou qui serait un empire occidental guidé par Washington, et où nous partagerions les mêmes valeurs que tous nos voisins autour des kebabs et des fast-foods. Je veux dire qu'il y a autre chose, et de TikTok. Je veux dire qu'il y a autre chose que nous pouvons faire fleurir en nous, et qui remonte à notre histoire, à notre héritage, que nous avons tous. Dès l'instant où nous pratiquons le français, dès l'instant où nous parcourons les paysages qui sont ceux de la France, nous avons cet héritage que nous pouvons encore cultiver, faire fructifier et faire fleurir. Mais tout ça passe effectivement, et on va parler bien sûr de livre, on va rentrer plus en détail dans le livre, dans cet entretien, mais tout ça devait passer à une époque, je le crois, finalement, par le rôle de l'éducation nationale, de former des citoyens, de leur apprendre l'histoire de France avec le récit national ou le roman national. Vous vous souvenez comment ça a été très mal pris, l'histoire même du roman national. Il y avait un côté patriote, un côté finalement moisi, comme certains l'avaient dit, non ? Ça, c'est ce que certains veulent écrire aujourd'hui, bien sûr. Hein. Écoutez, la formule roman national me plaît beaucoup. D'abord parce que j'aime bien les romans. D'abord parce que les romans sont une excellente façon d'écrire l'histoire. Beaucoup de grands historiens se sont initiés à l'histoire étant jeunes à la lecture des Trois Mousquetaires, qui sont un roman et n'ont rien d'historique. Hein. Bien sûr, ça a un lointain rapport avec l'histoire, mais peu importe. C'est là qu'on se sensibilise à notre passé, et puis ensuite on acquiert l'envie d'en savoir un peu plus et de préciser les connaissances et d'aller plus près de la réalité. Un livre comme Les Piliers de la Terre, ou un livre comme Sinuhe l'Égyptien, qui sont écrits par l'un par un Anglais, l'autre par un Finlandais, sont des romans, et ce sont aussi d'excellentes initiations à l'histoire, à la compréhension du passé. Tout à fait. Donc je n'ai pas de scrupule à employer le mot roman. Quant au mot national, que désigne-t-il ? Il vient du mot naître, natif. Il désigne la contrée dont nous sommes issus, où nous sommes nés.
Qu'y a-t-il de repoussant à cela? Roman national, c'est l'histoire racontée de manière fleurie de la terre dont nous sommes issus. Que faire de mieux pour comprendre notre passé, notre héritage, d'où nous venons et donc, par voie de conséquence, où nous allons. Le roman national est une excellente façon de raconter l'histoire. Alors, du moins pour les jeunes générations. Bien sûr, je comprends qu'ensuite, quand on veut se spécialiser, quand on veut approfondir les connaissances, on ait besoin d'aller vers une approche plus scientifique de l'histoire. Mais enfin, quand vous avez des gamins qui entrent à l'école à 7 ans, qu'allez-vous leur raconter? Vous allez leur raconter l'histoire du blé au cours des âges, ou l'histoire des instruments de culture, ou des rapports sociaux entre les seigneurs et les esclaves, ou les serfs? Non, vous allez leur raconter de belles histoires autour de Bayard, autour de Jeanne d'Arc et du roi Arthur, des choses qui les font rêver, qui leur disent qu'il y a des hommes et des femmes qui ont vécu d'autres aventures que la leur et auxquelles ils peuvent s'identifier. Et c'est comme ça qu'ils vont aimer l'histoire et leur passé. Et c'est du moins comme ça qu'on nous l'a apprise aussi, et qu'on a pu l'aimer, qu'on a pu s'identifier à une histoire qui fait partie aussi de notre identité. Oui. Les plus jeunes. Oui, mais bien sûr. Aujourd'hui, c'est la question. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein de l'éducation nationale, il y a cet apprentissage de l'histoire par la petite histoire, finalement, auprès des plus jeunes, pour pouvoir, ne serait-ce que se plonger dans ce qui a fait, construit et élaboré la nation au fil des siècles? Mais écoutez, je pense à une formule de Fernand Braudel. Fernand Braudel est l'un de nos très grands historiens du XXe siècle. Et c'est le pape des annales. Alors les annales, c'est une école historique qui a voulu prendre le contre-pied de l'histoire événementielle, n'est-ce pas? C'est-à-dire du roman national. Mais Fernand Braudel, à la fin de sa vie, a dit « Mes successeurs font tout le contraire de ce que je faisais. » C'est-à-dire qu'ils enseignent aux écoliers une histoire fondée sur les annales, c'est-à-dire une approche sociologique, économique et tout ce qu'on veut. Et ensuite, c'est seulement quand on arrive à l'âge du lycée, en terminale, en première, en seconde, que l'on va passer à l'histoire événementielle à travers le XXe siècle et ces grands hommes que sont Staline, Mao et compagnie. Bon. Non, il faut commencer avec les enfants à leur apprendre, à leur faire revivre les héros du temps passé, les héros ou les autres, mais les personnages du temps passé, les sensibiliser au passé sous une forme très charnelle, et puis ensuite, au lycée, on va pouvoir passer à une approche plus scientifique, côté façon des annales de l'histoire. Là, les élèves au lycée sont assez mûrs pour avoir une approche plus intellectuelle de l'histoire. Voilà, les deux ne sont pas incompatibles, mais il faut respecter un échéancier correct, propre à la physiologie, à l'esprit de chacun, à la maturité de chacun. Alors c'est un livre que j'aime bien, lisez-le très sincèrement parce que c'est un livre passionnant. Il pose des questions, donc on se pose forcément des questions et on comprend mieux, on articule mieux sa pensée. Vous dites notamment, André Larané, je cite, la France aurait permis à une grande partie de l'humanité de s'arracher à la fatalité et à la misère, de la misère. Finalement, comment la France rapidement a-t-elle permis de s'arracher à la fatalité de la misère? Alors, il faut remonter, pardonnez-moi, à 1000 ans en arrière. C'est-à-dire à nos racines qui ne sont pas judéo-chrétiennes comme un intellectuel allemand du 19e siècle l'a imaginé. Elles sont médiévales. Les racines judéo-chrétiennes, ça peut s'appliquer aussi bien aux musulmans qu'aux orthodoxes, et modérément à nous. Non, elles sont médiévales. C'est aux alentours de l'an 1000, quand s'effondre l'empire carolingien, une vague réminiscence de l'empire romain d'Occident, sous le coup des Vikings, des Hongrois, des Sarrasins, les derniers envahisseurs de notre région, l'Europe occidentale,
Donc, aux alentours de l'an 1000, dans ce chaos général qu'est l'Europe occidentale, va émerger une nouvelle civilisation, et les contemporains de cette époque n'en ont pas conscience. Mais voilà, il y a une poignée de moines à Cluny qui réforment l'Église. Il y a, peu après, des intellectuels à Chartres, Paris, qui vont commencer à réfléchir de façon libre sur la raison. Ils vont séparer la raison de la foi, et ce sera le début de la pensée, moderne. Il y a dans la société un système féodal qui se met en place. Et alors tout cela se met en place au cœur de l'Europe occidentale, c'est-à-dire dans l'Hexagone. La civilisation occidentale dont nous sommes issus, tous les Occidentaux, disons, cette civilisation occidentale qui a généré la démocratie, qui a généré la révolution industrielle, qui a commis toutes sortes de révolutions artistiques, cette civilisation occidentale, européenne, est née au cœur de l'Europe occidentale, autrement dit dans l'Hexagone, ce qu'on appellera à partir du XIIe siècle la France. Le mot France apparaît, la première occurrence, en 1119, dans une lettre du roi au pape. Auparavant, on parlait du royaume des Francs, du Regnum Francorum. Bon. Mais ensuite, bien sûr, cette civilisation occidentale dont les prémices sont nées dans cet hexagone, je vous l'ai dit, Cluny, l'art gothique, les intellectuels, hein, selon le mot de Jacques Le Goff, là, les intellectuels de Chartres, voilà, et aussi la poésie courtoise, l'émancipation de la femme, autour d'Aliénor d'Aquitaine, des troubadours et autres. Tout cela, c'est dans l'Hexagone, ce qui va devenir la France. Et ensuite, ça va diffuser dans l'ensemble de l'Europe occidentale, ça va diffuser en Angleterre, ça va diffuser en Allemagne, en Espagne et ailleurs, et ça va produire cette superbe civilisation, une civilisation européenne, qui va apporter au monde la révolution industrielle et tous les bienfaits aujourd'hui de la modernité. Si aujourd'hui nous vivons jusqu'à une moyenne de 70 ans dans le monde, 80 ans dans les pays les plus avancés, si nous bénéficions d'une forme de démocratie dans beaucoup de pays du monde, y compris l'Inde, y compris le Brésil et autres, voilà, tout cela est venu de cette civilisation européenne qui est elle-même née, qui a été conçue au cœur de l'Hexagone. Il y a une question, et on y reviendra là-dessus, mais ce qui me fascine toujours dans cette initiative de livre, ces constructions de livres, c'est qu'à un moment donné, vous faites des choix, vous êtes obligé de faire des choix de thèmes. Pourquoi vous avez gardé cela, et comment on choisit aussi de ne pas en garder finalement, parce que vous pouvez pas tout dire, sinon c'est une encyclopédie universaliste dans laquelle vous n'en sortiriez pas et vous la finiriez jamais. Donc finalement, comment vous avez choisi, André Larané, quelle était la ligne rouge, le fil d'Ariane pour se retrouver dans cette fabuleuse et dense histoire de France? Alors, j'ai voulu aborder tous les aspects de la vie humaine, de notre humanité, qui n'auraient jamais évolué comme ils ont évolué s'il n'y avait pas eu cet hexagone qu'on appelle la France. Et donc j'ai fait des choix à partir de là qui font qui m'ont obligé à quelques limitations, bien sûr. Mais j'ai voulu cerner tous les aspects très divers des apports de la France au reste de l'humanité, tout ce qui fait que on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui, que ce soit les Chinois, que ce soit les Africains, que ce soit les Américains ou autres, ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une poignée d'hommes dans l'Hexagone qui avaient, au fil des générations, sur 40 générations, créé, pensé, réfléchi, etc., agi. Alors c'est pour ça que j'ai été amené à développer tous ces aspects-là, tous ces apports inédits de la France, et donc ça commence avec des choses comme l'émancipation de la femme. Si aujourd'hui
si aujourd'hui, dans une partie du monde, hélas, je ne sais pas si ce n'est pas forcément la majorité de l'humanité, mais si dans une bonne partie du monde, les femmes bénéficient de droits à peu près équivalents à ceux des hommes, eh bien, ça vient de notre hexagone. Et c'est ce que je développe, c'est ce que je montre dans ce livre. Alors, il y a un thème que j'aime beaucoup, c'est la mondialisation, mais sous la grille de lecture très contemporaine. Et on apprend dans votre livre que les Gaulois et la mondialisation, c'était déjà le cas. La mondialisation n'est pas arrivée au 19e ou au 20e siècle. Elle était déjà là depuis les Gaulois. C'est intéressant de lire ce passage. Pas que celui-ci, mais celui-ci est intéressant. Oui, écoutez, oui, parce qu'on ne suspecte pas la densité des relations qu'il pouvait y avoir déjà à l'époque pré-romaine, avant la conquête romaine, en Europe, dans le vaste monde euro-méditerranéen qui regroupe le monde celtique, lequel s'étendait à l'époque de l'Atlantique jusque vers les plaines orientales, et puis le monde grec autour de la Méditerranée. Donc, on en a le témoignage, par exemple, avec une remarquable découverte archéologique qui est le trésor de Vix. Le trésor de Vix, qui a été découvert au XXe siècle, c'est à côté de Châtillon-sur-Seine, donc sur les bords de la Seine, un tombeau, le tombeau d'une princesse gauloise d'il y a 2500 ans, donc bien avant la conquête romaine, et où l'on a trouvé des objets qui venaient aussi bien de la Baltique, des bijoux en ambre, qu'un fabuleux cratère en bronze, donc très, très décoré, c'est-à-dire un grand récipient dans lequel on mettait une boisson, du vin, et donc qui avait été fabriqué quelque part en Grande Grèce, c'est-à-dire au sud de l'Italie, voyez. Et donc tous ces objets que l'on a retrouvés dans cette nécropole, dans ce tombeau, comme dans d'autres tombeaux d'ailleurs, témoignent des rapports commerciaux très étendus, à la fois dans cette Gaule et dans l'ensemble du monde européen. Et on aurait pu trouver aussi des objets qui venaient même de plus loin encore, de l'Asie profonde, ou de l'Afrique d'ailleurs, puisque l'Afrique était déjà connue pour le commerce de l'or. Allez, on continue cette vidéo, mais d'abord, c'est le bulletin d'information d'Emmanuel Noël et on revient immédiatement après. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Allez, on poursuit cette vidéo passionnante ce matin avec André Laranet, fondateur du site Hérodote.net et auteur du livre notamment Notre héritage aux éditions de l'Artilleur. On parlait, André Laranet, des Gaulois, de la mondialisation, des tombeaux aussi qui nous ont permis de savoir que les Gaulois commerçaient ça et là, bien au-delà de nos fleuves et nos frontières qui étaient encore mal définies à l'époque. Mais je voudrais qu'on parle aussi de cette figure qui a été Charlemagne, puisqu'une nouvelle fois, je suis allé piocher ça dans votre livre. Bien et c'est intéressant parce que Charlemagne, qu'est-ce qu'il a joué comme rôle dans l'histoire de France? Vous dites finalement qu'il n'avait qu'une armée de 50 000 hommes, sans administration, sans armée permanente, ni fiscalité, et en menant des guerres incandescentes. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le terme de guerre incandescente. Et comment il est parvenu finalement, Charlemagne, à réaliser ce qu'il a fait? C'est un personnage sans doute d'une trempe exceptionnelle. Il n'y a pas à en douter. Il y a des personnages comme ça qui ont une capacité d'énergie extraordinaire, capables de combattre sur tous les fronts, de mener des initiatives en matière administrative aussi, inédites. Alors c'est vrai que Charlemagne, c'est le lointain héritier de Clovis. Il s'inscrit dans la continuité des Mérovingiens. Clovis, c'était 500 après notre ère, bien sûr. Donc 500, et Charlemagne, 300 ans plus tard, couronné à Rome, comme chacun peut le savoir, en 800. Donc c'est facile à retenir. Et Charlemagne hérite d'un
des royaumes mérovingiens éclatés, des petits royaumes francs qui s'étaient divisés, subdivisés, etc. C'était une situation assez anarchique, si on veut, en Occident, à une époque où à l'Est, il y avait l'empire de Bagdad qui était florissant, l'empire byzantin, n'en parlons pas, il était encore très brillant. Et puis beaucoup plus loin, il y avait un empire chinois qui commençait qui souffrait quand même pas mal. Mais enfin, il y avait de grands empires auprès desquels l'Europe occidentale faisait peine à voir. Hein. Parce qu'ils étaient plus structurés, André Larané, finalement, ils étaient beaucoup plus structurés. Oui, bien sûr, ils avaient conservé des administrations, des armées solides, etc. Tandis que, voilà, les Mérovingiens n'avaient pas d'administration. L'empereur lui-même, donc Charlemagne, une fois qu'il a eu réunifié le Regnum Francorum, le royaume des Francs, sous sa tutelle, il a donc obtenu le titre d'empereur, qui ne voulait pas dire grand-chose à son époque, hein, puisque, encore une fois, tout ce qui restait de l'administration impériale de Rome avait disparu depuis longtemps. Et il va rétablir malgré tout un semblant d'ordre dans l'Empire. Et surtout, il va être à l'initiative de beaucoup de réformes fondatrices pour notre civilisation. Alors, il va savoir s'entourer de conseillers très éminents, évidemment, des gens qui peuvent le conseiller, ce sont des gens qui savent lire, écrire, donc ce sont forcément des hommes d'église. Et il y a par exemple un certain Alcuin qu'on devrait tous connaître sur le bout des doigts, de façon intime, parce que c'est notre maître d'école à tous. Il est venu des îles Britanniques, mais il va mettre en place un système scolaire, des écoles de diocésaines, un peu partout pour former les futurs clercs. Et c'est donc à lui que Charlemagne devra sa réputation d'avoir fondé l'école. Hein, les plus anciens se souviennent de la chanson de France Gall sur Charlemagne, ce sacré Charlemagne. Il va aussi innover avec la création de l'écriture caroline. Hein, jusque-là, on écrivait en caractère avec l'écriture romaine sous forme de bâton. C'était pas très pratique. On ne pouvait pas écrire beaucoup. Et là, maintenant, les scribes développent l'écriture caroline avec les petites lettres que l'on utilise encore dans nos livres imprimés. Et cette écriture va permettre d'accélérer la création de manuscrits, de récupérer les manuscrits anciens, de les faire revivre, de leur redonner vie. Donc, c'est un peu ce que certains historiens appellent une renaissance carolingienne. Après les temps barbares, voilà que l'Occident refait ses forces intellectuelles et autres. Et à l'époque, encore une fois, personne n'en a vraiment conscience. Hein. Il n'y a aucun journaliste pour dire « Ah, on est en train de se refaire des forces ». Non, tout va mal, il y a des guerres partout, les Sarrasins sont au-delà des Pyrénées, ils pénètrent parfois, ils font des incursions jusqu'au-dessus des Pyrénées. Ils sont en Italie, les Lombards, n'en parlons pas, ce sont des brutes épaisses qui font des misères au pape. Les Byzantins, ils se reprennent à combattre à droite, à gauche. Enfin voilà, il y a les Avars, d'autres barbares, des brutes épaisses auprès desquels les Germains font figure d'enfants de cœur. Donc, on ne peut pas dire que tout ça paraisse très, très, très agréable, mais malgré tout, voilà, il y a des signes sous la neige, germent des graines qui vont bientôt fleurir et bâtir le monde occidental et avant tout la civilisation dont nous sommes les héritiers. Mais cela n'apparaîtra qu'après l'an 1000. C'est après l'an 1000 qu'on va, donc 2 siècles après l'ère carolingienne, qu'on va voir tout cela surgir et on va pouvoir parler du beau Moyen-Âge avec toutes ces réalisations, mais qui devront beaucoup aux fondations posées par Charlemagne et ses conseillers. Et alors, il y a une autre création de Charlemagne et de son fils Louis le Pieux, qui vient, encore une fois, de
de l'un de leurs amis et conseillers, qui est Saint-Benoît. Alors, ce n'est pas Saint-Benoît de Nursie, c'est l'autre, beaucoup moins connu, Saint-Benoît d'Agnan. Un moine, bien sûr, qui vient de la région de Montpellier, mais qui est donc devenu moine et qui a remis en selle la règle de Saint-Benoît de Nursie, et c'est pour cela qu'il a lui-même pris le nom de Benoît, une règle qui avait été édictée 3 siècles plus tôt, par donc ce Saint-Benoît de Nursie, italien, et donc Saint-Benoît d'Agnan va remettre en selle cette règle dite bénédictine et va l'imposer, avec le concours de Louis le Pieux, va l'imposer à tous les monastères d'Occident. Et c'est ainsi que va se développer un clergé monastique d'une grande qualité spirituelle et intellectuelle, et donc qui va aboutir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, au mouvement de Cluny, et donc à la grande réforme de l'Église et en même temps à la grande réforme des mœurs qui va permettre donc encore une fois qui va concourir à l'épanouissement de notre civilisation. Ce sont des phénomènes incontournables. Ouais. Alors c'est intéressant et je vous invite bien sûr à lire le livre, vous allez voir c'est très très bien détaillé. Je voudrais qu'on parle parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Je voulais qu'on parle parce qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder avec vous. André Larané, on pourrait parler une matinale de 5 heures avec vous pour en parler, mais on n'a pas le temps et comme ça les gens iront chercher le livre, bien entendu, Notre héritage, André Larané, préface de Jean Tullard aux éditions L'Artilleur. Vous dites notamment sur Jeanne d'Arc qu'elle demeure la figure la plus consensuelle et la plus troublante de l'histoire de France car elle incarne une notion encore inédite à la fin du Moyen-Âge, la patrie. Donc Jeanne d'Arc, finalement, c'est aussi, vous le dites, la naissance du sentiment patriotique. Dans quelle mesure, finalement, Jeanne d'Arc a-t-elle fait enracinement du sentiment patriotique français ? Alors Jeanne d'Arc est une figure exceptionnelle aussi. Alors d'abord, c'est une figure très historique, si on veut. C'est-à-dire que on la connaît mieux que tout autre personnage de son époque ou même mieux que tout autre personnage historique. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait l'objet de 2 grands procès dont on détient tous les actes, un procès d'accusation et un procès de réhabilitation, au cours desquels ont été interrogés de façon très poussée tous les témoins de sa vie, toutes les personnes qui pouvaient avoir quelque chose à dire sur elle, en bien ou en mal. Et donc, on la connaît très bien. Il n'y a aucune contestation possible sur le parcours de Jeanne d'Arc. Alors, qui est Jeanne d'Arc ? Il faut quand même en prendre la mesure. Une jeune fille, illettrée, fille de bons paysans, enfin, fille d'un paysan relativement aisé, un laboureur du pays de Bar, là, aux confins de la Lorraine. Et elle va vivre en 3 ans, une épopée. Donc, elle sort de l'anonymat, née en 1412. Elle entend des voix toute jeune, vers 13 ans, et puis elle en fait part autour d'elle. Et en 1429, à 17 ans, le seigneur du lieu lui confie une petite escorte de quelques hommes pour qu'elle aille rencontrer le dauphin de France. On est en pleine guerre de 100 ans et la France est ravagée et envahie par les Anglais, dans un conflit dynastique entre les deux, le royaume d'Angleterre et le royaume de France. Et donc, la dynastie légitime de la France, héritée des Capétiens, est abattue, elle n'existe plus. Elle n'est plus représentée que par un dauphin qui n'est même pas couronné roi, qui est réfugié sur les bords de la Loire. Et donc, Jeanne d'Arc, avec 17 ans, va rencontrer le dauphin à Chinon. Elle va lui rendre confiance. Le dauphin accepte de lui confier une armée. Elle va délivrer Orléans, qui était assiégé par les Anglais. Et puis là-dessus, elle met au défi le dauphin d'aller se faire couronner à Reims, au milieu des terres occupées par les Anglais et leurs alliés bourguignons. Et
Charles, le dauphin devient donc Charles VII. Il est couronné roi légitime à Reims. C'est un exploit. Et là-dessus, donc, tous les Français reprennent foi en leur dynastie légitime et ils reprennent le dessus sur les Anglais. Les Anglais et les Bourguignons finissent par se rallier au roi légitime. Bon. Et par contre, Jeanne d'Arc, qui a fini sa mission, quelque part, qui a fait l'essentiel, eh ben, elle est capturée par les Anglais et, comme vous le savez, brûlée vive à Rouen. Et donc, 2 ans plus tard, 1431, en 2 ans, elle sort d'anonymat et elle accède à une notoriété universelle. Et là, je le dis bien, c'est universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXe siècle, disons, les Anglais eux-mêmes prenaient référence sur Jeanne d'Arc comme héroïne de la résistance d'une nation contre un envahisseur, au temps de la Seconde Guerre mondiale, au temps de la Première Guerre mondiale. Les Anglais, les Japonais aussi, l'armée japonaise, les officiers japonais dans leur école d'instruction ont fait de Jeanne d'Arc l'un de leurs modèles. Elle est partout dans le monde le modèle de la résistance patriotique à une oppression, à une invasion étrangère. Je ne sais pas ce qu'en pensent les Ukrainiens aujourd'hui, mais je veux dire qu'elle n'est pas franco-française. Elle est l'expression de l'attachement de chacun à sa patrie. Et voilà, c'est un modèle universel et qui est donc français, bien sûr, par nature. Alors, je voudrais qu'on finisse là-dessus, il nous aurait 2-3 minutes, c'est passionnant effectivement sur Jeanne d'Arc, notamment sur une citation sur la France est une construction politique sans unité linguistique à l'origine. C'est intéressant aussi comme le pays s'est constitué au bout d'un moment avec le français comme langue socle, notamment avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier en 1539. Finalement, on se rend compte que ce pays, il était extrêmement divisé et on voit le chemin qui a été accompli pendant des siècles pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui et qui aujourd'hui, on le sait, en grand danger. Finalement, quel regard on peut porter là-dessus, sur cette langue qui nous est devenue commune, mais qui a eu bien des difficultés à se mettre en route. Regardez, pendant la guerre de 14, vous aviez des patois qui se côtoyaient dans les tranchées, notamment. Bien sûr. Écoutez, mais moi, j'ai le souvenir, enfant, de ce que me disait mon grand-père, un paysan des Pyrénées, et qui me disait qu'à l'école, avant la guerre de 14, eh bien, quand il allait à l'école du village, le matin, l'instituteur remettait un bâton au premier enfant qu'il entendait parler patois, et l'enfant, ensuite, dès qu'il surprenait un camarade parler patois à son tour, il lui remettait le bâton, et à la fin de la journée, celui qui avait le bâton en main était puni. C'était très brutal comme procédure, mais ça n'était pas contesté, ingénieux. Et le résultat, c'est que aujourd'hui, je parle français avec l'accent, mais je parle français et le français est ma propriété, mon héritage, et je me délecte de lire en français, même si j'arrive aussi à lire dans quelques autres langues, en anglais par obligation, en italien ou en espagnol par plaisir, mais le français reste pour moi, comme un héritage indépassable, et comme pour tous les Français, y compris bretons, flamands ou autres, qui l'ont appris à l'école ou qui l'ont reçu de l'instituteur, même s'il n'est pas la langue de leurs lointains ancêtres. C'est notre héritage et nous en sommes heureux et fiers. Merci beaucoup. Donc, André Larané, c'est notre héritage, c'est le titre de votre livre aux éditions L'Artilleur. Vous êtes fondateur du site Hérodote.net et je vous engage, bien entendu, à lire ce livre passionnant. Merci, André Larané, d'être passé par nos studios pour cette vidéo. Merci beaucoup.